Nous sommes jeudi 2 novembre 2021, il est 21h30 et nous sommes vraiment en direct des studios de Radio Centre-Ville au 102,3 FM. Voici Fraîchement Jeudi. « 148e émission de Fraîchement Jeudi, la tribune des communautés 2 LGBTQIA+, sur les ondes de Radio Centre-Ville. » Ici Denis Martin-Chabot, je vous présente une émission spéciale dans le cadre de la Journée mondiale du sida. C'était hier, mais on continue aujourd'hui parce que ça devrait être tous les jours une journée où on parle de ces maladies et de ces virus qui nous affectent. Eh bien, d'abord, je vis moi-même avec le VIH et cela depuis 17 ans. Et je vais très bien, merci, grâce aux avancées médicales, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Alors aujourd'hui, on fait le point sur le VIH, 40 ans après qu'il ait fait son apparition dans le Mortality et Morbidity Weekly, excusez l'anglais aujourd'hui, Report. Ça, c'est du Center for Disease Control aux États-Unis. Alors pour parler de tout ça, je reçois une pléiade d'invités ce soir pour en discuter. D'abord, on a notre chroniqueur santé qui est toujours là avec nous, le docteur Pierre Côté. Bonsoir Pierre. Bonsoir Denis Martin. Nous recevons aussi un autre docteur, celui-ci, il est de l'Université de Montréal. Il fait partie du groupe CanCure, qui est un groupe qui fait une recherche activement là, pour trouver une cure, une guérison au VIH. Il s'appelle Nicolas Chaumont. Bonsoir. On reçoit aussi Ken Monteith, qui est directeur général de la COQ-SIDA. Bonsoir, Ken. Bonsoir. En fait, je devrais dire la Coalition des organismes québécois de lutte contre le sida. C'est ça? Communautaire. J'ai oublié le groupe communautaire. Pourtant, je devrais savoir ça. Et enfin, et non, le moindre invité ou la moindre invitée, Léo Marie, de la table des organismes montréalais de lutte contre le sida. Bonsoir. Il y avait un communautaire là aussi. Ben oui. Je sais pas pourquoi, je pense que... Denis Martin. Allô. Alors, avant de vous donner la parole à tout le monde, je voudrais vous présenter une entrevue avec Yannick Villedieu, qui est journaliste spécialisé en sciences et en médecine. Yannick Villedieu a été l'animateur de 1982 à 2017 de l'émission radiophonique d'actualité et de culture scientifique Les Années-Lumière sur ICI Radio-Canada Première. C'est un ancien collègue à moi. Il a aussi été collaborateur à l'actualité. Et puis, il a reçu de nombreux prix de journalisme, dont le Grand Prix des radios publiques francophones en 2006 et le prix Judith Jasmin, hommage de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec en 2020. Yannick Villedieu est également chevalier de l'Ordre national du Québec et officier de l'Ordre du Canada. Wow! Alors, son plus récent titre, Le deuil et la lumière, parle de cette première pandémie jamais déclarée par l'OMS, le VIH. Et on l'écoute. Fraîchement jeudi, cette émission spéciale pour la Journée mondiale du sida, du VIH, bien, on reçoit Yannick Villedieu. Vous le connaissez, Yannick Villedieu, qui a été journaliste très longtemps à Radio-Canada, qui a fait des reportages absolument extraordinaires, puis qui a suivi cette maladie depuis ses tout débuts. En fait, il a commencé même sa carrière et ça commençait en même temps. Et il a écrit un livre qui vient de sortir en librairie qui s'appelle Le deuil et la lumière, une histoire du sida. Un livre fort intéressant. Yannick Villedieu, bienvenue à Fraîchement Jeudi. Je suis très heureux d'être reçu par vous. On va se dire dessus parce que nous avons travaillé dans la même boîte à Radio-Canada, puis ça fait un peu bizarre de se vous voyer. D'accord. Yannick, d'abord... Moi, j'ai lu ce livre en à peu près 48 heures, en 2 jours. J'étais fasciné. Je pense que je vais te poser la première question. C'est qu'est-ce qui t'a décidé d'écrire un livre comme ça sur le VIH et surtout de l'écrire comme un reportage? Comme un reportage parce que je suis un journaliste qui a fait et qui fait toujours des reportages. Et pourquoi j'ai écrit ça? C'est parce que j'ai été confronté à la réalité du sida, de cette maladie nouvelle qui venait tout juste d'avoir un nom dont on savait même pas par quoi la cause, on n'avait pas encore découvert le virus. Et j'ai été confronté à ça et
j'ai continué pendant des années, Radio-Canada m'a soutenu pendant des années à couvrir cette histoire incroyable au point de vue humain, au point de vue humanitaire, mais aussi au point de vue scientifique et médical. C'est une aventure extraordinaire. Alors je me suis dit, quand j'ai pris ma retraite de Radio-Canada, j'ai dit, et ça c'est vraiment quelque chose dans ma vie d'unique et d'exceptionnel, à la fois un drame humain que j'ai suivi, que j'ai vu se développer, et j'ai vu aussi des moments merveilleux de découverte, etc. Et une aventure scientifique et médicale extraordinaire. Alors je me suis dit, je vais raconter ça. C'était pour moi une façon, il y a un côté devoir de mémoire, c'est sûr, puis aussi un côté, écoutez, c'est une histoire extraordinaire. Et donc c'est ce que j'ai fait, et je l'ai fait comme un journaliste, donc j'ai écrit comme un reportage. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on découvre aussi que c'était la première pandémie déclarée par l'OMS, si je me trompe pas, qui est toujours une pandémie, on n'a toujours pas trouvé de façon de gérer cette pandémie-là, contrairement à celle qu'on vit présentement, la COVID, mais on y reviendra plus tard. Ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que le personnage principal, qui est le sida, qui est le VIH, il est toujours là. Et c'est intéressant, j'ai l'impression que c'est comme un personnage, hein? On essaie de le découvrir, de le comprendre, et à travers ça, on rencontre toutes les personnes que tu as rencontrées pour parler de cette maladie-là. Puis, allons-y, tu en as rencontré des grands noms, hein? Les Gallo, Luc Montagnier. J'ai été mêlé tout de suite à ça parce que la particularité du sida, c'est que ça a été une histoire qui s'est vécue en direct, mais de façon très 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 intense. Aussi bien, par exemple, Gallo, l'américain, et Montagnier, le français, la querelle sur la découverte du virus, c'était incroyable, la bataille qu'il y a eu pendant des années. Donc il y avait ça. Et oui, j'ai rencontré des gens extraordinaires. À Montréal, Régent Thomas, Mark Weinberg, qui est décédé accidentellement il y a quelques années, qui a été un des grands... d'ailleurs, j'ai une citation de lui au début du livre, hein, nous devons tous être des activistes du sida. Et ça, c'est un scientifique qui dit ça, c'est pas un activiste. Il dit, oui, c'est un devoir pour nous. Alors, j'ai rencontré tous ces gens-là, Peter Piot, qui a été le grand patron d'ONU-SIDA pendant plusieurs années, Françoise Barré-Sinoussi, qui a eu le prix Nobel pour la découverte du virus, etc. Donc on avait accès à des gens très très importants, mais qui étaient eux aussi tellement sur la ligne de feu qu'on pouvait leur parler, avoir des interviews. Peter Piot, je me souviens, on était dans les conférences mondiales du sida, qui étaient des événements extraordinaires, hein, d'une intensité incroyable. Et bien Peter Piot j'arrivais toujours à lui prendre 5 minutes, 6 minutes pour avoir un bout d'interview en tête à tête. Alors c'était ça vraiment, cette ambiance à la fois menée par les activistes, les patients, qui voulaient que quelque chose se passe au fond, et les chercheurs et les médecins qui étaient souvent des jeunes et qui embarquaient avec eux, parce que comme quelqu'un me disait, c'était des gens de mon âge qui mouraient, qui avaient la maladie et qui mouraient dans des conditions, on se rappelle, dans les années 80 jusqu'à 1996, les gens mouraient dans des conditions très 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 difficiles. Alors on était dans ce drame, dans cette histoire-là qui se vivait intensément à tous les niveaux. Les activistes, les patients, les chercheurs, les grands chercheurs, tout ça a été brassé ensemble avec une volonté aussi de faire bouger les choses au niveau politique. Ça a été aussi le sida, une maladie politique. Et ça l'est encore d'ailleurs. Oui, parce que ça a pris beaucoup de temps avant que certains politiques, que je ne pourrais pas les nommer, Ronald Reagan en premier, s'investissent et fassent quelque chose. Parce qu'au départ, il y avait les bonnes et les mauvaises personnes qui vivaient avec le VIH. Oui, alors c'est sûr. Ronald Reagan, qui était président des États-Unis dans les années 80, la première fois où il va dire le mot AIDS, sida en public, c'est à la veille de la conférence de San Francisco, je pense en 90, et il a rien dit de ça avant, parce que c'était une maladie, effectivement, une maladie des homosexuels, des drogués, c'était une maladie honteuse, c'était une maladie dont on voulait pas parler, et effectivement, les autorités politiques ont mis du temps à embarquer, et c'est grâce à l'action soutenue des activistes de groupes comme ACT UP et autres que, effectivement, tout à coup, ça a changé, et que c'est devenu aussi un exemple de solidarité internationale. La création du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme,
qui est un fonds qui allait chercher des milliards de dollars pour la recherche et pour amener le traitement dans les pays pauvres. C'est quand même extraordinaire qu'un fonds comme ça ait existé, ait été créé au niveau de l'ONU, au fond. Et donc, je pense que c'est ça qui était très intense qu'on a vécu pendant toutes ces années-là. Il y a un aspect au VIH que je trouve important à souligner, puis tu le soulignes dans ton livre aussi. C'est une maladie qui a un aspect social important. C'est-à-dire que les personnes qui sont plus affluentes, qui vivent dans des pays où c'est plus riche, ont plutôt accès à des médicaments, ce qui n'était pas toujours le cas dans le passé. Ça s'améliore. Mais même au Canada, même ici au Québec, la marginalisation de certains fait en sorte que c'est plus difficile, parce qu'on peut bien vivre avec le VIH maintenant, j'en suis la preuve, mais il y a des gens pour qui c'est compliqué. Et puis ça, je pense qu'on n'a pas encore résolu ça. Ben là, on n'a pas encore résolu parce que il y a la question de l'accès aux médicaments, mais ça, c'est une histoire vraiment fantastique à raconter. En l'an 2000, quand la conférence mondiale sur le sida a lieu pour la première fois dans un pays touché, l'Afrique du Sud, à Durban, les activistes sont dans la rue et disent, avec ce slogan que je trouve vraiment extraordinaire, les patients. Alors, on est 4 ans après la découverte de la trithérapie, qui fait des miracles, au fond, qui fait en sorte que les gens vivent avec. Et donc, le slogan, c'était les patients sont dans le sud et les médicaments sont dans le nord. Et donc, il y a une revendication en 2000 pour dire il est immoral, injuste, enfin tout ce qu'on peut imaginer que les patients du Sud, d'Afrique notamment, n'aient pas accès aux médicaments. Et là, c'est les activistes. 2 ans après, la conférence est à Barcelone, et là, les milieux scientifiques ont dit oui, on peut, parce qu'on disait c'est très difficile, les médicaments doivent être pris de façon très 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 précise. Dans les pays du Sud, ils n'ont pas de montre, ils ne pourront pas prendre des médicaments là. C'est incroyable. Mais en 2002, le milieu scientifique dit oui, on peut, puis il y a des preuves. Paul Farmer en Haïti, dans des milieux extrêmement pauvres, montre qu'on peut donner des médicaments et que ça marche. Alors là, les scientifiques sont d'accord avec ça, disent oui, on peut donner la trithérapie dans les pays pauvres, dans les situations où il y a très très peu de services de santé conventionnels. Puis en 2004, là, tout le monde, y compris les politiciens, les milieux politiques, dans le Fonds mondial de lutte contre le sida, etc., tout le monde accepte ça. Donc c'est les patients, les activistes qui au départ font une revendication très très forte pour l'accès aux médicaments, et on voit que, encore aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui en a besoin qu'à les médicaments, mais il y a quand même des gros changements qui se sont produits grâce à ça. Bon, ben voilà une entrevue qui a mis la table un peu, a fait le retour sur ce que c'était il y a 40 ans. Je vais lancer la question à vous tous. Comment c'est vivre avec le VIH en 2021? Je peux te lancer la balle, Ken? Oui. Ken Monteith de la Coxida. Oui, donc moi, je suis une de ces personnes qui a été diagnostiquée tardivement en 97. J'avais 4 CD4 à l'époque, et 24 ans plus tard, je suis vivant, je travaille à temps plein. C'est toute une différence qu'a fait la vie. Au début, suite à mon diagnostic, j'étais fatigué, et j'ai dit à mon ami qui est venu me chercher à l'hôpital pour me rendre chez moi que j'ai pas l'énergie de poursuivre. Il m'a raconté donc un slogan que je retiens jusqu'à aujourd'hui, c'est que on fait des efforts aujourd'hui pour le plaisir qu'on va avoir demain. Et je continue. Je sais pas qui veut y aller. Oui, Pierre Côté, parce que en fait, docteur Pierre Côté, ça fait quand même longtemps que tu soignes des gens qui vivent avec le VIH. J'ai commencé en 88. Je suis tombé un peu dedans. J'ai remplacé du jour au lendemain un médecin qui était tombé malade du VIH. Et j'étais résident en médecine familiale dans le centre-sud, et j'arrivais, puis j'avais 25 ans. J'étais complètement traumatisé. Puis on est encore là, mais
c'est quand même c'est pas si facile que ça, à mon avis, de vivre avec le VIH maintenant. Même si les gens ne le perçoivent pas de la même façon, ça reste une maladie qui n'est pas une maladie très glamoureuse. C'est pas le cancer. Il y a des conséquences potentielles et moi, je dirais que c'est encore une maladie honteuse. Je vais Dr Nicolas Chaumont. Ouais, c'est compliqué. Je pense que c'est vraiment aux personnes qui vivent avec le VIH qu'il faut poser la question. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de cas différents et il n'y a pas 2 personnes qui vivent leur infection par le VIH de la même manière, y compris encore en 2021. Là. Il y a des gens pour qui ça reste une charge très lourde parce que, évidemment, stigmatisation persistante. Je ne parle même pas de la criminalisation au Canada et ailleurs, d'ailleurs. Et puis, il y a aussi des toxicités qui sont associées au traitement ou au fait qu'on a un système immunitaire qui est quand même pas absolument parfait, de l'inflammation persistante, donc on est plus sujet à des maladies cardiovasculaires. Donc je veux dire, c'est pas réglé là, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que la vie des personnes qui vivent avec le VIH soit à peu près dans la normale, je veux dire. Donc on a encore du travail. Léo Marie de la TOMS, je pense que c'est quelque chose dont on parle beaucoup à la TOMS, toutes les questions sociales concernant le VIH. Puis, je pense que la qualité de vie vient avec l'accès au traitement. Donc, pas tout le monde a accès au traitement, même encore ici aujourd'hui à Montréal. Puis, c'est pas pour toutes les communautés marginalisées ou concernées par le VIH que c'est possible de se rendre dans une clinique puis de pas se sentir stigmatisé. Donc, oui, effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais est-ce qu'il y a quand même, dans la société en général, il semble que le VIH, ça n'attire plus autant l'intérêt, l'attention, surtout de nos politiciens. On semble dire, ben là, ils ont leurs médicaments puis qu'ils nous laissent tranquilles. Mais en effet, il y a quelque chose qui est passé avec la simplification des traitements. C'est que ça a disparu de notre vision. Donc, les amis, la famille ne voit plus les médicaments des personnes vivant avec le VIH qui les prennent. Et donc, c'est un avantage de ne pas avoir ça en évidence à tous les jours. Mais le négatif, c'est que ça glisse en dehors de notre conscience. C'est devenu quelque chose qui se passe ailleurs dans le monde, alors que c'est pas vrai. C'est quand même étonnant que les gouvernements, c'est quand même nos gouvernements, ont mis, je ne sais plus quoi, 13 millions, je ne sais plus combien de millions de dollars pour faire de la recherche pour trouver une cure. Il y a quand même quelqu'un qui a réussi à convaincre quelqu'un de faire quelque chose. Là. Oui, parce que je pense que ça reste quand même comme un espèce de graal scientifique d'essayer de guérir le VIH, et heureusement que ça l'est, et je pense que pour beaucoup, ça reste un but. En tout cas, moi, c'est le mien. Là. Si je veux faire quelque chose de ma carrière, ce serait ça. Là. Alors, je pense que c'est pas moi qui vais y arriver tout seul, ça c'est certain. Là. Donc, vous ne ferez pas un galop de vous, si je comprends bien. Non, clairement pas. Mais il y a aussi un autre problème, moi, que je vois en tout cas dans le milieu de la recherche, c'est que dans les jeunes générations, ils sont moins intéressés par le VIH qu'on pouvait l'être il y a 20 ans. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait plein de mes amis à l'époque qui voulaient se lancer dans le VIH parce que c'était un virus qui fascinait, qu'on comprenait pas bien. Alors on comprend mieux, mais c'est pas réglé. On en parlait il y a 2 minutes. Et dans les jeunes générations, moi je vois plein de mes étudiants qui me disent le VIH c'est bien là, mais il y a d'autres sujets qui m'intéressent plus aujourd'hui et par lesquels je me sens plus concerné. Le cancer, la Covid. Bon, et je dis pas que c'est pas bien là. Il faut évidemment la recherche dans tous les domaines, mais on sent quand même une espèce de diminution de l'intérêt scientifique dans les jeunes générations pour le VIH. Il y avait quelqu'un, oui, vas-y, Pierre. Mais tu comprends quand même que de vivre avec le VIH maintenant, ce n'est plus, je parle dans des conditions, continentales comme on vit présentement ici en Amérique, c'est ne plus se sentir comme une bombe contagieuse, c'est ne plus nécessairement. Tu peux être séropositif et le vivre secrètement, ce qui n'est pas nécessairement souhaitable, mais quand même, il y a une survie qui est comparable, des médicaments qui ont peu d'effets secondaires qui sont efficaces. Et tu peux baiser sans nécessairement, en sachant que tu ne le transmettras pas et ne pas te sentir comme un monstre. C'est quand même, il y a aussi ça qu'il ne faut pas oublier quand même. Il y a même des médicaments pour le prévenir parce qu'on peut prendre la PrEP maintenant et puis, bon là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, là, on ne juge pas ça. Mais c'est clair que tout ça semble amener les problèmes qui viennent avec le VIH. Et puis, moi, je peux vous dire, je travaille à Maison Plein Cœur et puis nous, on a des gens qui sont issus de l'immigration, des femmes immigrantes
qui sont arrivées enceintes jusqu'aux oreilles et puis elles étaient également vivant avec le VIH. Et puis c'est une problématique. Et comment elles viennent chercher les soins, elles doivent se cacher souvent de leur famille. Tu sais, on a vraiment des questions encore très fondamentales. Lou, je pense que tu voulais intervenir, oui. Oui, c'est touché parce que c'est beaucoup d'enjeux qui sont transversaux puis auxquels on ne pense pas, mais une femme qui vit avec le VIH, ça veut dire qu'il faut qu'elle trouve le moyen d'avoir accès à de la préparation pour nourrissons. C'est beaucoup d'enjeux compliqués, puis qu'on oublie parce que souvent, on va mettre de l'avant les communautés LGBTQ, les hommes ARSA. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à penser quand on parle des enjeux. Une des choses importantes qu'on ne parle pas beaucoup, mais c'est les personnes trans qui parfois doivent prendre des médicaments, des traitements hormonaux, puis on ne sait pas trop si ça va fonctionner avec les jusqu'à antirétroviraux. Récemment, il fallait faire un choix entre les deux, là. Oui. Ouais. En fait, il y a quand même quelques études intéressantes. Parce que toi, je pense que c'est plus un mythe qu'une réalité. Les interactions. Mais ceci dit, ils sont plus infectés parce que je pense que le VIH, c'est une maladie sociale aussi, et que les gens qui dans des milieux défavorisés sont plus à risque d'avoir des complications. On voit exactement la même chose avec la COVID. La mortalité est plus élevée, la prévalence est plus élevée. Les chances de mourir d'une personne trans, la survie d'une personne trans qui au Brésil, c'est 32 ans par rapport à 72 ans de la population générale. Sans tenir compte du VIH et de la COVID. Là, oui, 8 fois plus de chances de te faire assassiner par rapport à 5 chances sur 1 million. C'est quand même pas rien. Il y a des enjeux qui sont importants, qui font que c'est pas tout le monde qui vit pareil par rapport au VIH. Puis en fait, c'est malgré le fait que le docteur Chaumont pourrait nous arriver demain avec un traitement pour guérir le VIH, on n'est pas sorti du bois. Non, absolument pas. Je pense qu'il faut considérer que chaque couche, chaque intersection d'oppression que vit une personne l'éloigne des soins. Donc, c'est des barrières à l'accès, c'est des barrières mentales pour aller chercher des soins, c'est l'attente d'être rejeté. Donc, on ne se sujette, on ne se met pas dans les situations comme ça quand on est déjà opprimé. Est-ce que je vais volontiers aller m'engager dans un autre endroit où je me fais insulter ou rejeter? Oui, puis on peut parler aussi d'enjeux d'accès au logement. Tu sais, si tu as des enjeux économiques, des barrières de stabilité de logement, c'est plus difficile de suivre ton traitement ARV de manière stable. Si tu veux tes pilules à jeun, c'est plus facile. Mais par rapport à la découverte d'un traitement définitif, d'un traitement curatif, ça prend, je pense, des mécènes ou des organismes qui sont subventionnés, mais essentiellement par le public. La motivation de l'industrie, puis je ne vais pas faire mon parano, mais je pense que je suis pas loin de la réalité, n'ont pas beaucoup intérêt à investir sur des traitements qui vont être extrêmement complexes, extrêmement coûteux, quand ils ont une pilule à côté qu'ils vont continuer de vendre pendant plusieurs années. Et à fort prix. À fort prix. Mm-hmm. Et qui est très bien tolérée, qui est une pilule par jour. Je veux dire, ça prend des chercheurs motivés, et tant une chance qu'on en a. Mais quelle sorte de vie une personne qui vit avec le VIH, qui se retrouve dans une situation où, on a parlé des intersectionnalités ou des marginalisations, mais quelle sorte de vie cette personne-là a? Elle vit en cachette? Elle vit isolée? Mais c'est ça. Donc, je pense que c'est la mission des organismes communautaires, souvent, d'aider les personnes à bâtir des réseaux de soutien, d'offrir des endroits, des refuges pour des personnes, pour pouvoir se sauver de l'hostilité du monde.
mais c'est un défi de taille d'accompagner les gens à faire ça. C'est un petit peu difficile quand en prévention, j'ai travaillé plusieurs années en itinérance, où quand il y a quand même un réseau communautaire assez important pour les personnes qui vivaient avec le VIH. Et quand on annonçait à l'occasion des diagnostics, certaines personnes nous répondaient « je vais avoir enfin accès à un toit ou à des ressources que si j'étais pas séropositif, j'aurais pas accès. » Donc c'était un petit peu déprimant d'entendre ça. Ça devenait quelque chose, il y avait des éléments plus intéressants pour avoir accès à des ressources. On a une petite minute qui nous reste à la discussion. J'en avais compté 4, mais je me rends compte qu'on a une petite minute en fait 2 minutes qui nous reste à la discussion. Est-ce qu'on devrait aborder la question de la criminalisation? C'est une honte que le Canada ait encore ce problème-là sur ses bras. Ça va prendre quoi pour que ça arrête tout ça, non? Mais il y a des discussions entre les groupes communautaires de c'est quoi la meilleure stratégie comme approche. C'est pas comme il existe un article du Code criminel à rayer. Non, c'est pas ça. Donc, ils ont interprété des lois concernant le consentement pour dire que en cas de non-divulgation, il n'y a pas de consentement. Donc, ça fait des voies de fait, ça fait une agression sexuelle. Alors, la musique est là pour nous dire qu'il faut aller à la pause. On va se reparler dans à peu près 3 minutes. On continue la discussion sur cette émission spéciale de Fraîchement Jeudi, une édition spéciale dans le cadre de la Journée mondiale contre le sida. Il est présentement 22h. On est de retour au 102,3 FM Radio Centre-Ville. Nous revoici dans Fraîchement Jeudi. Vous écoutez Fraîchement Jeudi. Allez le dire, vous écoutez Fraîchement Jeudi avec Denis Martin-Chabot. On y a coupé la parole trop vite. Alors, c'est Fraîchement Jeudi, la tribune des communautés de LGBTQIA+. Et dans cette deuxième demi-heure, on poursuit notre table ronde sur le VIH en 2021. Et je vais quand même refaire le tour de table, vous représenter nos invités. D'abord, notre chroniqueur santé, le Dr Pierre Côté. Nous avons aussi le Dr Nicolas Chaumont de l'Université de Montréal qui fait partie du groupe CanCure qui cherche activement un traitement curatif pour le VIH. On reçoit aussi Ken Monteith, directeur général de la Coalition des organismes communautaires de lutte contre le sida, et Léo Marie de la Table des organismes montréalais de lutte contre le sida. C'est pas... Deuxième table ronde, une deuxième discussion sur un autre thème, mais qui est quand même relié à ce qu'on faisait un petit peu avant la pause. Nous allons parler de la science. La science, où est-ce qu'on est rendu? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on connaît sur le VIH? Et puis, on va commencer avec la personne qu'on a invitée justement pour en parler, le docteur Nicolas Chaumont. Là, je vous mets sur la sellette, mais on va aller... Je vais poser une question. Puis vous m'avez posé 8 questions, là, ça va être compliqué. Voilà, je n'en pose qu'une seule. On cherche une cure. Est-ce qu'on est à la veille d'en trouver un traitement curatif? Alors, je crois que personne n'est capable de dire ça, et puis ceux qui vous diraient oui seraient des menteurs. Donc, il faut quand même être très prudent et puis pas donner trop d'espoir aux personnes qui vivent avec le VIH. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas dans la même situation aujourd'hui qu'on l'était en 95, avant les trithérapies. Puis les trithérapies, maintenant, on a des charges virales qui sont contrôlées, c'est-à-dire qu'on voit plus de virus dans le plasma des patients, mais on sait que le virus est toujours là. Donc, notre défi maintenant, c'est d'aller chercher le virus qui est toujours là, caché quelque part, et d'éliminer ces dernières traces de virus.
C'est ce qu'on appelle les réservoirs du VIH. Et donc c'est là-dessus que CanCure, moi, mon labo, et puis plein d'autres personnes à travers le monde travaillent pour vraiment éradiquer complètement le virus de l'organisme. Mais ça donne quand même un peu d'espoir, n'est-ce pas? Je pense à Pierre là, qui traite des gens tous les jours. Ça donne un peu d'espoir de dire, bon, peut-être qu'un jour, je vais être capable de dire qu'on va te guérir. Penses-tu que tu vas voir ça avant de prendre ta retraite? En tout cas, on était là au début de tout, puis on s'est souvent demandé, posé la question à des collègues, est-ce qu'on va boucler la boucle? Je le souhaite, mais je suis pas certain. Je pense qu'on est encore assez... Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et avant que ce soit applicable et disponible, on est en... Je pense que dans 10 ans, j'espère avoir pris ma retraite quand même. mais je vais suivre ça de très, très près. Mais c'est extraordinaire. Des gens qui travaillent comme Nicolas, c'est fascinant. On n'a pas un temps énorme dans cette émission, puis je sais que j'en ai lu, vous m'avez envoyé des documents, j'ai lu ça, c'est absolument fascinant. Parlons là, de vous particulièrement, vous travaillez sur quel aspect? Est-ce qu'il y a plusieurs approches? Je pense qu'il y en a 3 approches, si j'ai bien compris. Oui, il y a beaucoup d'approches différentes. En fait, je voudrais quand même revenir sur ce que disait Pierre à l'instant, parce qu'il a raison. Pendant très longtemps, on a pensé que c'était juste pas possible, en fait, de guérir du VIH. Et c'est à partir de 2009, quand on a eu le premier cas de Tim Brown, qu'on a appelé le patient de Berlin à l'époque, qui est un patient qui a eu un cancer, qui a été traité par une greffe de moelle osseuse, qui a guéri de son VIH parce qu'on lui a greffé une moelle d'un patient qui était résistant, et puis ça a été reproduit 10 ans plus tard avec le patient de Londres. Et puis là, cette année, en 2020-2021, on a 2 autres patients sans procédure, en fait, qui naturellement ont complètement éliminé leur VIH sans qu'on comprenne très bien pourquoi. Wow. Donc aujourd'hui, il y a quand même 4 personnes dont on sait qu'ils ont guéri du VIH. Là. Donc ça veut dire que c'est pas impossible, ça existe. On voit plus du tout de virus chez eux, ils vivent sans trithérapie et il y a vraiment plus de traces de virus nulle part. Alors nous, dans mon labo, ce qu'on fait, c'est on essaie de mieux comprendre comment survivent ces cellules dans lesquelles le virus se cache, en fait, et puis de mettre au point des stratégies pour les éliminer. Vous avez raison, il y a plusieurs approches pour ça, qui vont vraiment de l'immunologie très fondamentale, où on essaie de comprendre pourquoi ces cellules persistent dans le temps. C'est des lymphocytes TCD4, ceux qui s'infectent par le virus, mais ceux-là, ils sont une vie particulièrement longue, donc on essaie de comprendre pourquoi. Et puis aussi des stratégies pour essayer de les éliminer, donc en allant chercher le virus qui se cache là-dedans. On a de la thérapie génique, on fait des essais en virologie, en immunologie. Bref, on essaie les traitements anti-cancer, même parce qu'on se rend compte que ces cellules peuvent proliférer, c'est-à-dire se diviser, et on a des molécules qu'on utilise en cancer pour casser cette division. Donc on teste chez les patients ou des personnes qui vivent avec le VIH si ça peut avoir un effet bénéfique. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup d'approches différentes et complémentaires. Ce qu'on fait en particulier dans mon labo, nous on centre vraiment notre recherche sur le patient. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas de modèles animaux. On bénéficie pour ça vraiment de la collaboration de nos patients partenaires là, qui sont d'une générosité incroyable, qui nous donnent des biopsies de l'intestin, du fluide cérébrospinal, du sang, des quantités astronomiques de sang, parce que ces cellules-là, elles sont très rares. Donc pour les étudier, il faut beaucoup, beaucoup de sang. Et ils disent oui tout le temps. Donc je pense qu'en fait, on a la chance dans le domaine du VIH d'avoir, et c'est historique, et là c'est pas nouveau, et ça date du début de l'épidémie en fait, un partenariat entre les cliniciens, les chercheurs et les personnes qui vivent avec le virus, qui est à mon avis sans égal dans aucune maladie. C'est assez extraordinaire en fait. Et c'est un modèle qu'on devrait appliquer en fait à plein d'autres maladies, parce que ce partenariat est vraiment solide et il marche, quoi. Ouais, j'espère bien de prendre ma retraite du VIH d'ici 10 ans. Là, mais c'est fascinant. Quand j'ai commencé à travailler dans le VIH, j'arrivais de Québec, je trouvais ça plutôt un peu ennuyant, mais d'arriver à travailler avec dans un domaine où tout l'aspect scientifique qui était intéressant, l'aspect social, l'aspect prévention, l'aspect psychologique, c'était fascinant. Jamais je serais retourné faire sans rendez-vous en bas de chez Jean Coutu. Mais pas que je respecte beaucoup ça, là, mais c'était... et tout le monde est un peu passionné par cette espèce de mélange et d'y voir l'importance de toutes les... de chacun dans la recherche, puis dans la prise en charge, puis de la mobilisation politique, puis dans l'activisme. Et en attendant qu'on trouve quelque chose pour un traitement curatif, là, on est vraiment rendu dans d'autres façons de traiter les gens. Puis là, on parle de ces fameuses trithérapies injectables. Oui, il y a des trithérapies, il y a des bithérapies.
honnêtement, moi, personnellement, je trouvais pas ça tellement sexy à dire, bon, c'est d'aller consulter une fois par mois pour me faire injecter, c'est assez compliqué. Puis dans le système de santé, peut-être que c'est aussi plus lourd que de prescrire des médicaments puis qu'ils le prennent. Mais pour avoir participé depuis quand même pas mal d'années à ces études-là, les patients adorent ça. Il y a des médicaments, il y en a un qui est commercialisé présentement, qui n'est pas encore remboursé, c'est le problème, sauf par les compagnies d'assurance. Mais c'est l'infrastructure aussi, l'organisation. Est-ce que au lieu de voir les gens qui sont stables aux 3 à 6 mois, on va les voir au mois, ça a quand même un coût économique. Mais au-delà de ça, Pierre, est-ce que ça améliore la qualité de vie des patients? Ben oui, selon les études. Puis pour avoir été en plein dedans, le degré de satisfaction est extrêmement important. Mais on peut voir loin, là, parce qu'il y a des études où il va y avoir des injectables qui vont être administrés aux 3 mois, aux 6 mois, même aux années. Wow. Et l'intérêt aussi, c'est que ça sert non seulement au traitement, mais aussi à la prévention, la PrEP. Donc, il y a des niches qui sont extrêmement importantes, mais c'est vraiment fascinant comment les gens travaillent. Ken? Je dois être très old school. Ouais. Parce que j'ai commencé un traitement 3 fois par jour jeune donc j'étais dans l'extrême de pilules et je reste, donc je prends 17 pilules par jour pour d'autres choses aussi. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'écouter la personne. Donc, qu'est-ce qui convient à la personne? Qu'est-ce qui peut s'adapter à la vie de la personne et non pas l'inverse. Mm-hmm. Donc, on n'adapte pas la vie de la personne pour respecter le rythme de médicaments, mais on peut trouver maintenant, on a suffisamment de choix qu'on peut trouver quelque chose qui va s'arrimer avec sa vie et son rythme de vie. Mais au-delà de ça, parce qu'on peut penser à des gens qui sont peut-être des personnes marginalisées, d'aller... tu sais, je peux penser à quelqu'un qui est utilisateur ou utilisatrice de drogue par injection et parfois de prendre des médicaments au bon moment, ça peut être un problème. Pas vraiment. Donc, je pense que il y a des années, on avait cette théorie que ce serait impossible pour eux. Mais ils ont des... mais je parle pas de tout le monde, mais il y a des personnes qui pourraient avoir ce problème-là. Ça pourrait peut-être être une solution aussi, non? Mais il y a des personnes qui ont des habitudes, donc qui ont des rythmes dans leur vie et trouver la chose qui va avec leur rythme. Tout à fait. Mais je pense aussi, je pense que j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans ma carrière de médecin, d'adapter le système de santé, d'essayer des programmes de santé selon le mode de vie des gens. Et je pense que c'est l'accessibilité aux soins, c'est pas un privilège, c'est un droit. Et c'est à nous à s'adapter aux populations différentes ou aux populations marginales. Et on a eu des grands succès là, sur le succès thérapeutique, le succès de l'adhérence aux rendez-vous médicaux, aux consultations ou à la médication. Et on était très contents. Puis moi, j'ai une colle pour terminer cette section-là. On sait que la science, c'est cumulatif. Mon Dieu, je vous apprends rien, là. Mais est-ce que on a appris quelque chose de la COVID qui pourrait nous servir pour le VIH? Vas-y. Moi, j'allais dire l'inverse, en fait. On a tellement appris avec le VIH sur la COVID. C'est-à-dire que toutes les techniques qu'on a mises au point sur le VIH au cours des 40 dernières années, c'est ce qui nous a permis de répondre très rapidement à la COVID. Les premières mises au point des vaccins ARN, il y a eu des essais VIH déjà qui ont été faits. Enfin, je veux dire, le VIH a apporté énormément à la lutte contre la COVID. Là. Ça, c'est indéniable. Et on espère que ça va être l'inverse aussi. Ouais. Et surtout, quand on se lance dans les questions sociales, je pense qu'il y a des choses qu'on peut apprendre de la réponse à la COVID et pour les appliquer au VIH. Le vaccin
écoutez Fraîchement Parce que Jeudi ça va avec arriver Denis plus tôt Martin que- Chabot. Eh bien, on revient à notre table ronde. On n'a pas beaucoup entendu parler, Léo, mais là, je vais te lancer la première question. J'écoute parce qu'il y a tellement de choses c'est intéressantes intéressant, qui se disent autour de la table. C'est puis intéressant. Je suis plus jeune dans le milieu aussi. Je veux dire, j'ai une bonne expérience dans le communautaire, mais le milieu VIH est quand même récent pour moi. Oui. Mais je pense que la question que je voulais te lancer, Léo, c'est que au-delà de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, je veux revenir à ce qu'on faisait dans la première discussion, c'est-à-dire que le VIH est aussi une maladie sociale. Tout à fait. Et puis je me demande si on ne devrait peut-être pas même parler de qu'est-ce qu'on a vécu avec la pandémie et les personnes vivant avec le VIH, parce que je pense que ça a eu un impact monumental. Oui, puis j'aimerais rebondir sur ce que Ken disait juste avant, mais il y a beaucoup à apprendre de nos communautés. Hein. Nos communautés vivent avec les personnes. Nos organismes communautaires ont du lien avec les personnes qui vivent avec le VIH depuis des dizaines d'années, puis ils ont dû développer des expertises pour leur survie également. Ils ont dû devenir des spécialistes en droit, des spécialistes en médecine. Puis la pandémie a exacerbé énormément de besoins. Puis la judiciarisation surtout là, des personnes qui vivent avec le VIH, travailleurs, travailleuses du sexe, usagers de drogue. Puis aussi avec le confinement, les couvre-feux. On a vécu des crises à cause d'étiquettes pour l'usage de l'espace public, alors que les gens n'ont pas de maison. C'est ridicule. On mettait les gens dehors de chez eux. Mais en fait, il y a eu des exemples d'abus. On a déjà passé dans certaines communautés, ils vivent à plusieurs dans la même maison. Fait que maintenant qu'on sait que ça prend de la ventilation pour se protéger contre cette COVID. Puis les gens, il y avait des jeunes qui se faisaient ramasser dans les parcs. Hein, Oui, et quand on pense à une population sans abri qui a appris à travers les années que la façon de survivre, c'est l'entraide, c'est de se soutenir ensemble. Et on a des policiers qui arrivent et qui disent distance. Donc, on vient de détruire leur façon de survivre. Oui, les autres soutiens, en fait, sont morts directement. Mais puis au-delà de cette pandémie, on a vu quand même, on a le problème récurrent. On l'a mentionné tout à l'heure, mais c'est vraiment un problème. On a demandé, même avec l'initiative Montréal sans sida, que nos politiciens interviennent et demandent qu'il se passe quelque chose pour la criminalisation du VIH. Et il n'y a rien qui a été fait, ou à peu près. Et on a fait quelques progrès, mais pas autant qu'on veut. Donc, maintenant, au moins en Ontario, au Québec, on a une reconnaissance officielle des poursuivants que si une personne a une charge virale en bas de 200, on ne va pas poursuivre. Mais c'est toujours... Ça, c'est en Ontario? Non, au Québec aussi. OK. Donc, mais... c'est comme un non-dit. Ouais. Mais il y a une politique publiée sur le site de la direction des poursuites criminelles et pénales. Donc, c'est pas ce qu'on voulait. On voulait plus. On voulait une directive que tous les poursuiveurs devaient suivre. Et on veut, premièrement, éliminer l'application du droit criminel tout court, parce que ça n'a pas sa place dans une question de santé. Puis si on parle de l'initiative Montréal sans sida, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est une initiative tripartite entre la Ville de Montréal, le communautaire et la Direction de santé publique, la DRSP. Puis c'est un tour de force de mettre toutes ces personnes-là autour de la table, mais ça a ses enjeux aussi. Là. Il y a des difficultés, des fois, de compréhension sur des trucs de base tels que la définition de ce qu'est la réduction des méfaits. Donc, c'est quelque chose quand même. Je sais que Ken est venu s'asseoir à la table plusieurs fois avec moi. Oui, et en effet, donc, c'est ça, on a une initiative, on a une belle déclaration, mais on n'a pas de financement. Oui. Donc, ça prend le financement pour mettre en place des programmes, pour agir, et ça n'a jamais suivi. Mm-hmm.
Puis c'est quelque chose qu'on parle beaucoup dans le communautaire. Hein. Nos organismes couvrent le manque à gagner de ce que les institutions gouvernementales ne veulent pas faire. Puis après ça, se ramassent avec des financements par projet, alors qu'ils ont besoin de financement par mission pour pouvoir continuer. Et si on continue de passer notre temps à rédiger des comptes, on va nulle part. C'est long. Oui, c'est long, ça prend, c'est chronophage. Mais l'autre problème que moi je vois aussi, c'est que on ramasse donc le SLAC, excusez-moi, le québécisme, que le gouvernement ne veut pas faire, et dans le communautaire, mais on n'a pas le financement. Donc là, présentement, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Imaginez-vous quand on n'est pas capable de payer un intervenant plus que 21 ou 22 $ de l'heure, alors que les CIUS le payent 26, 27 $. Bravo. Essayons de trouver des employés avec ça. Mais parfois, donc le partenariat, parce que nous avons des alliés dans la santé publique, et parfois, donc ils sont conscients de leurs limites en termes de qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas dire ou faire devant le gouvernement. Mais parfois, on peut agir à leur place. Parfois, on a des financements qui nous permettent de dire des choses qu'ils ne peuvent pas dire, mais qui vont aider à faire progresser des choses. Oh my God, Ken, t'es tellement subversif. Mais ça fait dire que les gens de la santé publique sont pas si bornés, peuvent être clôturés par les limites de ce qu'ils font, mais ils sont capables de prendre des moyens. Je veux dire, j'ai été délinquant toute ma vie, là, c'est comme ça que ça a avancé. Et ils le sont un peu à leur façon. Mais juste pour vous dire, hier, est-ce qu'on a entendu quelque chose de François Legault? Je faisais une petite recherche rapidement sur Twitter, j'ai pas trouvé grand-chose pour la Journée mondiale du sida. Je vous dis ça de même, là. J'ai vu qu'il portait un ruban blanc. Ah bon? Déjà. Oui, c'est le ruban blanc pour le 6 décembre. Qui est aussi important, on s'entend, mais on aurait peut-être pu passer une journée avec le ruban rouge, ça n'aurait pas rien enlevé au ruban blanc. Mais je veux souligner quelque chose en termes d'alliés et sur la question de la criminalisation. La dernière fois qu'on est allé devant la Cour suprême, on a eu une intervention de l'INSPQ, donc de l'Institut national de la santé publique du Québec, dans le sens qu'on voulait. Donc, on était chanceux. Donc, les autres provinces n'ont pas réussi à faire ça, mais de mobiliser nos partenaires pour intervenir, pour reconnaître que c'est une question importante pour le contrôle éventuel du VIH, d'éliminer la criminalisation et de prendre le soin d'intervenir devant la Cour suprême. Donc, je salue cette initiative, cette mobilisation des acteurs de la santé publique. Docteur Chaumont, je ne veux pas vous mettre sur la sellette, mais je sais que quand on travaille comme scientifique, quand on a besoin, on n'a pas le temps de s'occuper du jugement moral, puis de ces genres. Et quand vous entendez ce genre de discours-là où on a encore la criminalisation, est-ce que ça nuit à votre travail, ça? En fait, je veux dire, il y a un leitmotiv qui revient dans plein de discours politiques, et à juste titre, c'est on doit écouter la science. Et je crois, moi, que c'est vrai qu'on doit écouter la science. La science, qu'elle nous dit, là, pour la question de la criminalisation, c'est quand on a une charge virale indétectable, on ne transmet pas le virus. Ouais. Donc, si on écoutait vraiment la science, le problème serait réglé depuis 10 ans, parce que ça fait 10 ans qu'on le sait. Donc, on écoute la science pour certaines choses, mais pas pour d'autres. J'ai toujours trouvé ça assez particulier, parce que là, la science est très claire dans ce domaine-là. Là, il n'y a pas de doute, pas de charge virale détectable, pas de transmission. Donc, en fait, ça prend un courage politique pour quelqu'un dise on arrête avec cette loi criminelle qui n'a aucun sens et on se base sur la science. Donc, c'est pas compliqué, là. Donc, je suis toujours un peu choqué quand j'entends ça. Il y a une espèce de double discours. On écoute la science pour le réchauffement climatique, pour la Covid, mais finalement, pas tellement en matière de VIH. Et pourquoi? Écoute, le fait d'être indétectable, donc tu peux intransmissible, je veux dire, ça a pris d'avaler ça, même comme clinicien, qui pendant 20 ans, 25 ans, on a dit aux gens qu'il fallait sans condom, c'est non, comme on parlait hier. Et ça a été tout un changement de mentalité de dire à des patients, ben là, il y a des données probantes qui nous confirment que tu n'as pas besoin de porter un condom pour protéger tes partenaires ou ton partenaire ou ta partenaire ou te protéger toi-même contre la transmission du VIH. Donc, c'est vraiment... Puis l'utilisation d'après, ça a pris du temps. Il y a eu je me souviens de congrès là, où il y avait des débats absolument hallucinants. Ben justement, et on a tout eu notre cheminement un petit peu dans ça.
Justement, la PrEP, parce que quand même, c'est une émission qui s'adresse à nos communautés, puis je pense qu'il y a quelque chose d'important à dire. Combien de fois j'entends le discours, ben là, depuis que les gens, ils prennent la PrEP, ils font plus attention, puis il se passe la syphilis, puis il se passe la gonorrhée, puis il se passe ci, puis il se passe ça. Mais moi, je me dis, il y a des chiffres qui nous disent que, puis c'était démontré en Angleterre, au Royaume-Uni, qu'il y avait, depuis la PrEP, il y a vraiment eu une baisse des infections au VIH. Alors... Dans Montréal, clairement. Puis dans Montréal, clairement aussi. Donc... S'il y avait autant d'ITSS avant, c'est juste qu'on ne les détectait pas. On en détecte beaucoup. C'est en partie vrai. Mais quand même, je veux dire, le port du condom, c'est à peu près en fait, le barebacking, c'est le quotidien, là, de parler de protection. On a l'air d'un vieux radoteux maintenant. Moi, j'ai toujours un bémol autour de ça parce que avoir une charge virale indétectable, c'est la protection aussi. Oui. Prendre la PrEP, c'est la protection aussi. Donc, moi, je dis, si on veut parler de sans condom, on dit sans condom. Oui. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que on vise, avec la PrEP, on vise une population qui avait quand même déjà un taux très élevé de maladies ou d'infections transmises sexuellement. Et on les détecte parce qu'ils visitent leur médecin à tous les 3 mois et on teste et on traite. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire, de dépister. Parce qu'on va avoir des surprises aussi plus tard avec des gens qui avec des syphilis qui n'auront pas été diagnostiqués puis qui vont avoir des complications très sérieuses. Il y a quand même eu une énorme baisse des offres de dépistage pendant la COVID-19. Là, on ne pourra pas se le cacher. Puis je pense qu'en tous les cas, sur le terrain, moi, ce que j'entends de mes organismes, c'est qu'on a beaucoup de nouveaux cas de diagnostic de VIH et d'autres ITSS. Je ne sais pas ce que ça va donner dans le long terme, mais oui. Et en effet, c'est confirmé. Donc, je ne sais pas si l'étude ou si le rapport est publié, mais en 2020, il y avait plus de 18% de moins de dépistage. Et par rapport au nombre de nouveaux cas? Mais c'est toi, là, qui connais secret de l'INSPQ. Non, mais moins de nouveaux cas aussi, mais dû à quoi? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas ou il n'avait pas été détecté? Mais avant la pandémie, en tout cas au quartier latin, on avait noté vraiment une baisse du nombre de nouveaux cas. Ceci dit, c'est un milieu particulier, là, donc ça représente une population essentiellement gay, ARSA. Tout à fait. Puis c'est pour ça que chez nous, à la TOMS, on prend pour l'accessibilité à l'autotest de dépistage. Puis je sais qu'à la COQ aussi, avec votre projet JAGI, qui est un projet de recherche, mais nous, on vise peut-être le dépistage, l'autotest distribution communautaire. Là, plus. Ben, on va arrêter là-dessus. C'est incroyable, hein? Toute cette belle discussion. On a vraiment fait le tour de cette question on aurait pu faire 2 heures d'émission, 3 heures, mais je vais tout vous remercier, tout le monde, d'avoir été avec nous. Je vais commencer avec le docteur Nicolas Chaumont. Merci beaucoup. Merci. Ken Montis, merci. Merci, Pierre Côté. Nous, on se revoit en janvier. Oui. Merci, Léo-Marie. Alors, moi, je m'appelle Denis-Martin Chabot. Je remercie aussi Luc Dragon, qui était à la technique aujourd'hui de Fraîchement Jeudi. Fraîchement Jeudi, je vous invite donc à nous suivre sur Facebook, nos réseaux sociaux. Cette émission sera disponible, évidemment, dans les prochains jours pour réécoute en podcast. Je vous souhaite donc tout le monde une bonne fin de journée. Et puis, si on ne se reparle pas avant Noël, des belles fêtes! Oh my God! J'aime tellement mieux Vous écoutez Radio Centre-Ville, le 102,3 5 FM, la radio communautaire et multilingue de Montréal. C'est si bon de louer son nom.
C'est si bon, c'est si bien, c'est si parfait de venir participer au gala de l'émission Déjeuner spirituel. Pour ce gala, tenue de ville et nœud papillon obligatoire pour tous les hommes. Sans oublier, un souper de 5 services sera offert. Le rendez-vous est fixé pour le 11 décembre 2021 dès 18h à l'adresse 10 465 avenue Balzac, Montréal-Nord. Au prix de $120 par personne. avec la participation des adoratrices et adorateurs, Fosli Valentin, Darlene Jean-Baptiste et Georgette Isidore. toujours le même petit bagaille avec notre artiste humoriste Peterson Mid alias Garçon Macoclin. Ouah, combien ça, français déjeuner spirituel, oui. Pasteur Abdias Yodou, papa. Pour toute information et réservation, appelez au numéro 514-892-7361 ou tendez 514-892-7361 ou passez à l'adresse suivante. 5778 Jean Talon S Saint-Léonard H1S1M2. Gala, il comprend. Même par les temps qui courent, le Barbecue continue à vous offrir de bons services. Voilà pourquoi il vous envoie ce message. Manger le thé bon, il est toujours bon la vin pi bon. Même si nous pas qu'à venir dans le restaurant, tendez ça, n'a comprendre. En raison de la pandémie, le restaurant Barbecue Tropical vous offre un système de take-out, un système de livraison Uber Eats. La livraison est gratuite. Il suffit de téléphoner à Barbecue Tropical au 514-376-1888. Le Barbecue vous fait savoir qu'il respecte les pratiques en matière de salubrité alimentaire et d'emballage de repas. Allez-y, un petit tour et vous êtes servi. Au 4696 rue Jarry-Est, au coin de Viau, à Saint-Léonard. Et surtout, n'oubliez pas, par beau ou mauvais temps, le Barbecue est là pour vous servir. Il y aura toujours du soleil. Le Warm-Up est l'émission de radio officielle des artistes de Montréal. À chaque semaine, nous allons vous faire découvrir de nouveaux rappeurs talentueux qui vont performer.